Vendredi 3 avril 2026, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Décryptage 360, votre émission d'analyse approfondie de l'actualité politique, économique et géostratégique. Ce vendredi, nous allons décrypter deux sujets majeurs. D'abord, un an après le lancement de la révolution progressiste et populaire, quel bilan et quelle perspective. Ensuite, nous reviendrons donc sur une actualité internationale qui fait débat, l'absence du Bénin lors d'un vote historique à l'Organisation des Nations Unies sur la reconnaissance de la traite négrière comme crime majeur contre l'humanité. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Monsieur Ezebe Ouarmé, ingénieur en vulgarisation agricole et coordonnateur régional de RISA Kadiogo. Bonsoir monsieur et bienvenue sur Kadiba TV. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation surtout. Merci. Alors, premier sujet pour commencer, en de la RPP, quel bilan et quelle perspective. Un après son lancement, la révolution progressiste et populaire suscite à la fois espoir et interrogation. Pensée comme une dynamique de transformation profonde et l'ambition d'agir sur plusieurs leviers, gouvernance, sécurité, développement économique et amélioration des conditions de vie des populations. Mais après 12 mois de mise en œuvre, une question centrale se pose. Le cap fixé a-t-il produit des résultats attendus? Alors, monsieur, en un an après son lancement, quel regard global pouvez-vous faire sur les résultats déjà réalisés? Merci bien à Kadiba TV pour l'honneur qui m'a été accordé et permettez-moi de vous souhaiter un très bon vent à ce joyau, à ce joli bébé qui vient de naître mais qui fait déjà un très bon travail dans le milieu médiatique, travers en tout cas la lutte pour notre libération totale et pour notre souveraineté. Merci. Donc, cela dit, et pour revenir à votre question, quels sont les acquis majeurs, il faut dire que faire le bilan, d'abord même de la RPP, ce n'est pas une chose facile, une chose aisée, d'autant plus que les actions et les rythmes avec lesquels on part sont tellement intéressants. Et aujourd'hui, faire un bilan, c'est comme si on aura tendance à laisser tomber certains. Ça veut dire que tout est intéressant à dire et tout est important. Donc, mais toutefois, on peut retenir des axes majeurs. Mais d'une manière générale, si je veux faire une appréciation, la RPP, d'abord, on ne peut pas faire son bilan sans en tout cas, se référer à ce que moi j'appelle la post-RPP. La post-RPP, c'est quoi? C'est à partir de l'arrivée même du président, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le 30 septembre 2022. Vous avez vu qu'il y avait déjà des prémixes. Et toutes les actions qui ont été posées avaient tendance à nous faire, en tout cas, à mener sur un terrain révolutionnaire. Toutes les actions de la révolution avaient commencé déjà à baliser. Et les 2 ans, en tout cas bien avant la proclamation officielle qui est survenue le 1er avril 2025, il faut dire, sinon même 3 ans après, il faut dire que déjà la population était préparée. Et le président même l'a si bien dit, il fallait aller par étapes parce qu'une révolution est un processus. Et donc, il y avait des actions phares qui avaient été déjà, notamment sur le terrain de la souveraineté. Voilà, et nous avons entamé une action de rupture. Et cette action de rupture, naturellement, le peuple burkinabé avait été préparé et se voyait déjà qu'on était en révolution. Et le 1er avril, c'est chose faite. Ouais. Et cette chose nous a permis, en tout cas, de renforcer et de consolider notre élan de souveraineté nationale. Voilà, vous avez tantôt parlé d'actions fortes, mais qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui m'a beaucoup marqué sur les 365 jours écoulés, comme je l'ai dit, on ne peut pas le dissocier avec le passé. Il y a un pan capital qui m'a beaucoup marqué, c'est la lutte contre la corruption. Voilà, vous voyez, et pour faire une révolution progressiste et populaire, comme on dit, il faut aller sur la base des Burkinabés nouveaux. Et durant les 365 jours, s'il y a quelque chose qui a marqué tous les Burkinabés, c'est véritablement des actions de lutte contre la corruption, notamment avec les différents procès, particulièrement le procès Ténian
et le procès de Ténia avec sa suite, si on peut le dire, avec le ministre, la ministre Laure Songo, Yen, et également Yé Kami. Mais également, il y a le jugement des magistrats pour une première fois au Burkina Faso. Et la corruption, c'est la base. Maintenant, un autre pan qui m'a beaucoup marqué, c'est notre lutte contre le terrorisme. Voilà. Le Premier ministre, son Excellence Rintalba l'a si bien dit, en 2023, pratiquement, nous étions à 40% d'occupation du territoire et aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 74%. Et tout ça résulte des actions fortes qui ont été faites, notamment l'équipement, la structuration de notre armée. Mais pour vous, quelles sont les difficultés majeures qui freinent aujourd'hui encore la mise en œuvre de cette réforme? Oui, la RPP, comme on dit, ou comme j'aime le dire, il y a tellement d'actions fortes. Néanmoins, comme c'est une œuvre et c'est une action politique, on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas d'éléments qui jalonnent. Et si on va aller un peu en profondeur, pour moi, les difficultés principales se retrouvent au niveau politique. Voilà. Au niveau politique, pourquoi? Parce qu'une révolution, nous aimons le dire au niveau de RISA, doit être d'abord méthodique, stratégique et orientée. Et fort heureusement, le président de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, l'a souligné lors de son allocution d'hier, de son entretien d'hier, ou même lors de la montée des couleurs, qu'il y a un manifeste qui sera bientôt disponible. Donc, il y a une ligne idéologique à travers un document qui manquait. Mais là aussi, joue également ou impacte également sur les différentes organisations et la structuration de la RPP. Ce qui faisait que les acteurs, bien vrai qu'il y a la bonne volonté, il y a l'engagement populaire, il y a l'adhésion populaire, mais chacun ou d'une manière ou d'une autre, chaque organisation faisait les choses un peu de façon disparate, ce qui ne facilitait pas la coordination des différents acteurs sur le terrain. Donc, c'était une difficulté principale, mais avec le manifeste qui est en train de venir, on espère que ça pourrait être résolu. Alors, dernière question pour terminer avec ce sujet. Après cette année, quelles sont les priorités? Quelles sont les priorités que nous devons redéfinir donc, pour renforcer son impact? Oui, la priorité principale, la priorité des priorités pour la RPP ou la révolution progressiste populaire, c'est la reconquête totale et entière de notre territoire. Ça veut dire que dès même 2026, on devait se donner ce défi majeur et travailler à ce qu'on puisse reconquérir et permettre à nos parents de rejoindre leur terre natale, de cultiver, de produire pour retrouver leur dignité. C'est l'une des priorités principales. Mais au-delà de cette priorité sécuritaire, il y a également la priorité au niveau international. C'est vrai qu'on s'est affirmé au niveau de l'AES, au niveau de l'AES, pour pouvoir prendre notre souveraineté, notre indépendance. Au niveau du Burkina Faso, on a une ligne de conduite qui est déjà tracée de la RPP, mais il faut aller vers une internationalisation de notre RPP. C'est ce que Thomas Sankara disait, exportation de notre révolution. Donc, particulièrement au niveau de l'AES, nous devons aller pour qu'on puisse parler le même langage et avoir la même ligne idéologique et politique. Merci beaucoup. Voilà qui est bien dit, ce qui nous permet donc de passer donc au second sujet. Second sujet, il s'agit ici donc du Bénin et de la question de la mémoire. Le 25 mars, l'Organisation des Nations Unies a adopté une résolution reconnaissant donc la traite négrière comme le crime le plus grave contre l'humanité, avec le soutien de 123 pays sous l'impulsion notamment de John Dramani Mahama. Mais un fait a retenu l'attention, l'absence donc du Bénin lors du vote, malgré donc son rôle historique et son soutien ultime au texte. Une situation qui soulève donc une question centrale. Comment interpréter donc cette absence à un moment aussi symbolique? Alors, monsieur, quelle interprétation vous faites de l'absence du Bénin? D'abord, il faut saluer le peuple ghanéen
et son président qui, en tout cas, ont voulu ou qui ont pu, en tout cas, conduire cette démarche jusqu'au bout. Il faut dire que l'interprétation qu'on fait, c'est une reconnaissance de la dignité africaine et de l'homme noir. Et dans ce sens que ces crimes, pendant longtemps, avaient été demandés par l'ensemble des panafricanistes et ceux qui, en tout cas, demandent sérieusement à ce qu'on appelle le vrai droit de l'homme, pas le droit de l'homme calqué, mais nous, notre droit de l'homme, que c'est un crime majeur. Pendant longtemps, le peuple noir, pendant des siècles, avait été exporté et puis dénudé de leur dignité. Et cette reconnaissance bien restaurée, et cette dignité et cette reconnaissance, il faut remercier une fois de plus le président du Ghana et le peuple ghanéen. Maintenant, pour revenir à votre question particulière. On va aller un peu plus vite, on est pris par le temps. Ok. D'accord. Au niveau du Bénin, qu'est-ce qui pourrait expliquer l'absence du Bénin? Comme vous l'avez dit, il y a plusieurs pays qui se sont... Il y a d'autres pays même qui ont signé ou qui ont voté contre cette résolution, notamment les États-Unis, l'Israël. C'est naturel. Le Bénin, quand on regarde, c'est vrai, l'esclavage a été conçu par l'Occident, mais il y a une part de responsabilité aussi de nous, Africains. Et le Bénin a sa responsabilité et les preuves sont là. Aujourd'hui, quand on parle la porte de non-retour de Ouida et autres, ça veut dire qu'en tant que pays côtier, ils ont contribué d'une manière ou d'une autre à faciliter ou à conduire à cette traite négrière. Vous parlez même tantôt de Ouidi. N'est-ce pas une trahison c'est pas un manquement au devoir de mémoire? Non, bon, je dirais pas une trahison, mais je qualifierais ça peut-être d'une domination à son temps sur le plan technologique qui ont imposé cette pratique au peuple de Dahomey. Mais aujourd'hui, reconnaître ces crimes a des implications. Et la première des implications, c'est celle d'abord sur le plan politique. Vous voyez, vous suivez l'actualité. Le Bénin, d'une manière générale, et aussi bien d'autres pays, sont toujours dans la France-Afrique. Donc pour vous, c'est une stratégie? C'est une stratégie politique. Et ils reçoivent toujours les instructions de ces pays. Ce n'est pas comme nous au niveau de l'AIS où les autres pays, on a notre capacité de décider. Donc moi, je vois déjà que c'est une imposition de cette posture-là. Mais comme ils ne peuvent pas officiellement venir voter, ils seront obligés de jouer un coup bas en s'absentant de cette résolution-là. Maintenant, la seconde implication aussi, reconnaître, comment on appelle ça, ou voter contre ou accepter au regard de leur passé. Il y a des implications parce que ce n'est pas évident que les autres peuples ne vont pas dire, comme vous nous avez reçu, il faut des dédommagements. Et on comprend pourquoi, par exemple, les États-Unis ou autres ont refusé et le Bénin aussi est dans cette posture, malheureusement. Alors donc, pour terminer avec notre émission, cette question, cette position fragilise-t-elle donc la voix africaine face aux initiatives portées notamment par John Dramani Mahama? Non, pas du tout, puisque il faut aller au-delà de ça pour faire une lecture géopolitique. Quand vous regardez la carte des différents pays ou la cartographie des différents pays qui ont voté contre ou pour, c'est une position déjà géopolitique. La plupart des pays sont les pays du côté de l'OTAN, qu'on peut dire aujourd'hui les pays du bloc de l'OTAN. Et les BRICS aussi, d'une manière, ont voté pour. Donc, ici, quand on regarde, le Bénin n'arrive pas ou n'a pas toujours une situation claire. Même si nous tous, on voit qu'ils sont toujours sous le joug de l'OTAN. Donc, ce n'est pas étonnant que le Bénin se comporte ainsi, mais ça ne change en aucun cas l'engagement ou bien le fonctionnement géopolitique panafricain
Et je trouve même déjà que ça vient montrer déjà d'une manière ou d'une autre la posture plus ou moins cachée du Bénin, et ça permettra aux pays panafricanistes qui, en tout cas, comptent aller vers cette souveraineté-là, de savoir avec qui réellement traiter. Merci beaucoup, Monsieur Essebe Ouarmé, pour cette belle analyse. Je rappelle que vous êtes ingénieur en vulgarisation agricole et coordonnateur régional RISA Kadiogo. Merci beaucoup. Merci bien. Nous arrivons donc au thème de ce numéro de Décryptage 360. Ce qu'il faut retenir, c'est que après un an, la révolution progressiste et populaire reste un chantier en construction entre avancées, défis et attentes fortes des populations. Sur le plan international, la reconnaissance de la traite négrière comme crime majeur remet au cœur du débat les questions de mémoire, de responsabilité et de positionnement des États africains. Merci beaucoup à notre invité, M. Essebe Ouarmé, pour ces analyses. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Décryptage 360. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir chez vous.